Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je raconte c'est faux, je suis personnellement indigné par ce que fait le Japon ou par ce que accepte le Japon. Et tout de suite je vous le dis, c'est pas une liste exhaustive. Je vais mentionner seulement quelques points dans cette vidéo, mais je vous préviens d'avance que ça va être très dur de ne pas avoir la haine contre ce pays à la fin de cette vidéo. Alors attention, j'adore ce pays, vous le savez très bien, c'est dans mes racines et ma culture, et aussi tous les Japonais ne sont pas responsables de ce que fait le gouvernement ou les autres Japonais. Donc j'espère que vous regarderez cette vidéo avec le recul nécessaire. Et tant qu'à prendre du recul, autant vous présenter un manga. Oui, c'est une sponsor. Alors celui-là, ça va pas être de la tarte pour vous le résumer. On est dans un monde médiéval et fantastique peuplé d'humains et de non-humains, et aussi avec des monstres. Un jour, les humains découvrent un cube. Ils l'ouvrent et ils découvrent qu'il y a à l'intérieur énormément de parchemins et de livres. Tous ces bouquins en fait traitent d'une ancienne civilisation, et cette ancienne civilisation, c'est la nôtre, clairement. Donc dans ces bouquins, il y a tous les récits de guerre et de stratagèmes utilisés pour vaincre l'ennemi. Cependant, le petit hic, c'est que les humains n'arrivent pas à déchiffrer ces textes, et il y a seulement les gnomes qui peuvent le faire. Et les gnomes, tu t'en doutes bien, ils vont être enfermés dans une bibliothèque pendant des dizaines et des dizaines d'années pour traduire tous ces textes. Bien sûr, on leur fera la classique de non, mais c'est pour vous protéger, voilà, on vous enferme, mais c'est pour votre bien. Bien sûr. Et forcément, le royaume des humains, avec les connaissances que les gnomes leur ont apportées, eh bien, ils ont décimé et conquis tout le continent. Et dans notre histoire, on va suivre l'histoire de Faye qui arrive justement à s'enfuir de cette bibliothèque et découvre le monde extérieur pour la première fois. Et on peut dire qu'il va être surpris. Il sort et se rend bien compte que l'Empire, en fait, c'est des méchants. Surprise. Et en fait, j'ai pas très envie de vous en dire plus parce que dès l'Ottoman, il y a des plot twists et sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Et franchement, ce serait dommage de vous en priver. En gros, ça commence en mode oh là là, tout va bien ici, c'est le paradis. Et tu sais très bien comment ça se finit. Pourquoi j'ai aimé? C'est parce qu'en fait, le personnage principal utilise des stratégies de guerre pour pouvoir gagner des petites batailles et gagner en fait dans le manga. Et j'ai très hâte qu'il utilise les enseignements de Tsun-tsu. Les gaijin dans le show business japonais. Alors je vous avoue que depuis que je traîne avec Mitsugi, c'est cette personne-là, voilà, eh bien j'en apprends vraiment des vertes et des pas mûres sur le show business japonais. J'ai rencontré quelques personnes de ce milieu aussi qui me racontent des histoires, et c'est... waouh! Déjà, première chose dans ce milieu quand tu es étranger, c'est très difficile, voire impossible en fait, de t'enlever cette étiquette de gaijin que tu as au début. Et quand je dis étiquette, c'est surtout le traitement qu'il y a derrière. Par exemple, dans cette émission que je vous avais présentée dans la télé-réalité japonaise, eh bien, il y avait un gaijin. Cet homme joue délibérément au con en parlant japonais comme un imbécile. Pour rester poli, hein, clairement, enfin, imbécile. Et bien comme le show a cartonné et qu'on voyait pas non plus très souvent des gaijins à l'époque à la télé, et bien tous les gaijins qui ont suivi dans ces émissions, eh bien ont dû jouer ce rôle un peu d'abruti. Et c'est très dur de décoller cette étiquette après. Anecdote qui est arrivée à un ami, ça faisait 8 mois qu'il travaillait sur une émission, littéralement toutes les semaines il allait sur un plateau pour bosser. Voilà, il arrive, il dépose ses affaires, il va en loge pour se faire maquiller, puis ensuite il va sur le plateau. Et un jour, comme ça, d'un coup, sans raison, il arrive et il y a une personne du staff qui vient le voir et qui commence à lui parler. Ano chotto sumi key coin locker key locker you can please. Vous l'aurez compris, un membre du staff arrive et bégaye totalement. Enfin en gros, il s'adresse à une personne, enfin il s'adresse à cette personne-là comme si elle ne comprenait pas le japonais. Donc littéralement, ça fait 8 mois qu'il bosse sur cette émission et il y a un mec du staff qui arrive à oublier hein, qui parle japonais. Et aussi dans cette même émission, donc auquel il va toutes les semaines, il s'est fait traiter de gaijin. Et d'ailleurs, le mot gaijin que j'utilise assez souvent dans mes vidéos pour parler d'étrangers, eh bien, il y a quand même une certaine connotation négative. Je me permets de l'utiliser parce que j'en suis un, après tout, voilà, mais les japonais ne l'utilisent pas non plus communément. Et s'ils l'utilisent, c'est surtout en mettant le mot baka devant pour dire connard d'étranger. Voilà l'ambiance. Et ce truc d'être traité comme un étranger avec des oh, Nihongo Jozu! Bon, ça doit m'arriver quelque chose comme 2 ou 3 fois par semaine, et encore une fois, pour moi, je m'en fous, tu vois, je suis un étranger, mais juste, imaginons les personnes qui vivent au Japon, enfin, qui ont vécu, ça se trouve, toute leur vie au Japon et qui ont une gueule d'étranger ou qui sont raf, mais ça doit être tellement chiant à la longue! Après, la mauvaise réputation des gaijins, ça date clairement pas d'hier ou de Logan Paul. On peut par exemple citer Julien Blanc. C'est un coach en séduction et il démontre que les japonaises ne disaient jamais non et qu'on pouvait totalement abuser de ça. Mais bien sûr. Il dit, je cite, à Tokyo, si vous êtes un homme blanc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le truc qui a fait vraiment un bad buzz avec ce monsieur Julien Blanc, c'est qu'il a tourné des vidéos au fait où tu le vois clairement prendre la tête des filles comme ça et la mettre entre ses jambes, voilà. Et sur une autre vidéo ou alors sur la même vidéo, je sais plus, eh bien tu le vois en fait harceler une femme au combini et je crois il passe à ça de l'embrasser ou il l'a embrassé, je sais plus, mais c'est affreux, enfin c'est de l'harcèlement. Au début je ne savais pas
jusqu'où je pouvais aller, mais 2 jours plus tard, je me baladais dans la rue, je pouvais les attraper par la tête et les pousser devant ma bite, à crier Pikachu en portant un t-shirt Pikachu. C'était ridicule. Voilà, ça vous donne le ton un peu des étrangers qu'il y avait avant au Japon, parce que effectivement ça date d'il y a un petit moment maintenant, enfin pas tant que ça, 2014. Et comme je vous l'ai dit, les vidéos avaient été rendues totalement virales au Japon, enfin très gros bad buzz clairement. Il a été jugé et expulsé du pays, et d'ailleurs c'était pas le premier pays dont il se faisait jeter. Pour en venir au show business, il y a encore des trucs aussi qui sont totalement pas acceptables, ni en 2020 ni avant, mais ce que je veux dire c'est qu'en 2020 encore moins. Autre situation avec mon pote Gaijin qui était dans une prod, à un moment il y a quelqu'un qui arrive de la direction et qui lui dit ah quand même franchement montrer des noirs dans une émission c'est pas ouf quoi. 2020 2020. Globalement en termes de multiculturalisme et d'acceptation de l'autre au Japon c'est lent. En fait entendre des phrases comme ça clairement j'en entends plus dans la rue, j'en entends plus, enfin j'ai l'impression que ça a disparu tu vois, enfin personnellement je pensais que ça avait disparu et en fait tu vois que finalement dans des milieux certains comme le show business, eh bien c'est lent. C'est lent à changer. Bon, c'était juste une entrée à la matière et j'espère que Mitsugi vous parlera de toutes ces anecdotes qu'il a eues dans le show business au Japon. Le YouTube Japon un peu abusif. On a déjà fait sur TV Louis une vidéo qui traitait du YouTube Japon, on en a même fait 2 en fait, où on présente par exemple le boss du game Hikaking ou encore Hajime Shacho, et celui que je préfère personnellement, Sushi Ramen Riku. Personnellement ce que je préfère c'est quand il fait peur à sa grand-mère à l'aide de son grand-père, c'est vraiment tellement drôle, et vous pouvez regarder, enfin je veux dire, pas besoin de comprendre le japonais, c'est trop bien. Et je vous rassure, la grand-mère n'est pas cardiaque, elle le dit à la fin de certaines vidéos et tout, donc vous inquiétez pas. Mais il faut quand même comprendre que tout ce YouTube Japon, il ne fonctionne vraiment, mais alors vraiment pas comme le YouTube français. Je pense pouvoir dire qu'en moyenne, le YouTube français est beaucoup plus qualitatif en termes de contenu. Oui, je sais. Et aussi d'ailleurs en qualité d'image. Surtout en qualité d'image. Vraiment, je vois des youtubeurs au Japon avec des millions d'abonnés. Je déconne pas, des millions d'abonnés. Ils tournent en caméra en mode auto et avec le son de la caméra. Comme ça. Si je faisais pareil, ça donnerait ça. Ah bah clairement, on n'est pas sur la même chose, Bien sûr, c'est pas ça, mais j'ai envie de dire, bon, maintenant que t'as un peu de sous, tu peux peut-être investir dans un bon micro, tu vois, ça devrait aller. Enfin voilà, ça c'est un truc que j'ai remarqué, vraiment le son, l'image et tout, ils s'en battent les couilles. Mais ça c'est rien, c'est juste voilà une petite pique comme ça. Mais le second reproche que j'ai envie de faire voilà au YouTube japonais, c'est quoi cette différence de traitement? En ce moment j'ai pas trop de problèmes de monétisation parce que je fais plus mon format horreur, mais eux, par contre au Japon, c'est roue libre. Cette chaîne, Human Bug Daigaku, propose des vidéos courtes de 5 minutes environ. C'est super bien fait, c'est avec des planches dessinées de manga, voilà, moi j'adore le format. On a le texte dans les cases et aussi c'est prononcé à l'oral, et c'est d'ailleurs aussi complètement le format que j'ai voulu reproduire dans cette vidéo là. Bref, au Japon ce format là il cartonne vraiment de ouf, il y a d'ailleurs pas que cette chaîne qui fait ce format là, il y en a plein d'autres, à tel point que même les pubs sur YouTube au fait sont sous ce format là. Et d'ailleurs c'est super efficace parce que ça m'est déjà arrivé de rester pendant 3 minutes sur la pub, parce que voilà l'histoire m'intéressait, c'était plutôt rigolo, ils lui vendaient un produit à la fin, mais bref on s'en fout. Et donc alors si c'est super accrocheur, où est le problème dans ce cas? Eh bien le souci c'est que partout sur YouTube, que ça soit en France ou au Japon, pour le coup ça ne change pas, eh bien le but c'est d'attirer l'attention du viewer. Et ça par le titre, la miniature, le contenu, et ça implique parfois d'aller sur des zones un petit peu, disons, gore. Ah la douce mélodie, oui, la torture en Russie, la torture en Syrie, manger des couilles de vache. Bref, c'est toujours des thèmes avec de la souffrance et des trucs un peu horribles, et même en miniature, je veux dire, vraiment des images un peu choc. Et quand je compare ça avec ce que je fais sur YouTube, avec mes formats horreur, et que je suis démonétisé moi, et que moi on m'enterre sur l'algorithme et eux pas, bah du coup je suis un peu bougon, tu vois, voilà, je boude un petit peu dans mon coin. Surtout que là je vais vous parler de certaines vidéos, mais il y en a tellement d'autres où juste la miniature est problématique. Après, au-delà de la démonétisation, il y a un réel problème, je vous rassure, c'est comment ça se fait que ça peut passer sur YouTube. Je vous avoue que juste en vous montrant ces images là, j'ai peur que ma propre vidéo se fasse démonétiser. Et je suis d'accord, jusque là vous pouvez me sortir l'argument de non mais c'est parce que c'est des dessins, du coup ça compte pas. Ok, dans ce cas je vais vous montrer d'autres contenus d'un autre youtubeur japonais. Et j'ai horreur de critiquer le contenu que produisent d'autres personnes, mais là vous allez voir que, sans pour autant critiquer, c'est spécial. Vous vous doutez de rien, Bon, il a dit le mot sexe, donc vous sentez peut-être un peu où ça va partir, et en même temps, vous avez ni lu le titre, ni vu la miniature. On le voit demander quelque chose à des filles dans la rue, mais après tout, des micro-trottoirs au Japon, il y en a beaucoup. Mais quand je vais vous donner des explications de quel genre de questions il pose... Mais les personnes qui comprennent le japonais, là, ont compris de quoi ça va parler. Je suis sûr, devant leur écran, ils sont en mode...
Il demande à ses filles dans la rue un service particulier, et pas des moindres, celle de produire pour lui des fluides corporels. Et donc le titre et l'objectif de cette vidéo, c'est de goûter des Shio Ramen avec du sel de femme. Je vous jure que c'est vrai, et ça, c'est sur YouTube. YouTube, hein, pas you, hein, YouTube. Oh bah si c'est sur YouTube, ça veut dire que même si c'est dégueu, c'est bien censuré. Mesdames et messieurs, on voit tout. En tout cas, autant que sur un porno japonais. Là, sur ce passage, c'est moi qui l'ai censuré. À part quelques petites zones, voilà, où il floute, vraiment tout est visible. La fille a écarté les jambes, et d'ailleurs le mec lui fait écarter les jambes, et il y a un pauvre floutage au milieu de ses jambes, c'est tout. On voit d'ailleurs à cet endroit-là la main du mec qui s'y engouffre, bref. S'il n'y avait pas ma tête taille XXL là pour vous cacher ce qu'il y a derrière ma tête, eh bien je serais certainement banni de YouTube, alors que ce qu'il y a derrière ma tête, c'est sur YouTube, quoi, bordel. Ok, je me calme un peu, mais avouez que c'est quand même ultra choquant de voir que ce genre de contenu est disponible sur YouTube. Déjà, rien qu'en voyant la miniature. Alors il y a quand même une limite d'âge qui a été fixée sur la vidéo, voilà. Est-ce que toutes les personnes mineures qui regardent YouTube ont un compte où c'est écrit qu'ils sont majeurs ? Bref, pour vous raconter la vidéo, le mec a probablement payé une nana pour répondre à son besoin de fluide. Et comme si c'était pas assez dégueu, la fille lui prévient qu'elle a eu 2 MST ce mois-ci. Mais il se dit qu'il va faire bouillir le tout, donc ça va passer. Oh putain. Ils vont dans un love hotel pour obtenir le précieux liquide, c'est là où on a ce plan, mon dieu, enlevez tout ça. Bref, il sort de l'hôtel et au passage, il rentre chez lui, goûte un petit peu, fait bouillir le tout et mange ses fameux ramen. Et résultat, ça n'a pas de goût particulier. Je vous raconte le tout au mieux pour que ça vous enlève toute envie d'aller voir la vidéo. Je sais qu'il y en a qui vont le faire quand même, mais tant pis pour eux. J'en sais rien si c'est du fake ou pas, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça n'a pas sa place sur YouTube. Ah mais attends, peut-être que YouTube ne l'a pas vu, après tout il y a beaucoup de vidéos qui sont uploadées, voilà, c'est sur une petite chaîne, une petite vidéo, à mon avis, pas beaucoup de vues, l'algorithme ne l'avait pas beaucoup en avant. Cette vidéo a 10 millions de vues. Voilà, à partir de là, j'ai pas grand chose à rajouter. Enfin voilà, dans le YouTube japonais, parfois il y a ce genre de contenu qui existe. C'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ça existe et ça ne devrait pas, je pense. En tout cas, ça n'a pas sa place sur YouTube, peut-être sur d'autres plateformes, pourquoi pas. Voilà, vous m'avez compris. Cette vidéo a été publiée en 2019, donc c'est clairement pas vieux. Alors bien sûr, elle a été massivement dislikée, massivement commentée négativement, même si voilà, les commentaires sont plus disponibles maintenant. Mais voilà, je veux dire, elle est quand même sur la plateforme. Kidnapping d'enfants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se doutent de quoi je vais parler dans cette partie. Et aussi d'autres personnes qui, j'imagine, vont découvrir ce phénomène totalement affreux. Effectivement, vous l'avez bien compris, je vais parler des enfants kidnappés au Japon. Ou plutôt devrais-je dire, par le Japon. Il y a un très bon reportage qui est sorti le 21 mars 2019 sur la chaîne Envoyé Spécial, et vraiment je vous invite à la regarder. Je vais bien sûr retracer la vidéo et donner aussi des informations un peu complémentaires qui sont nouvelles en fait, mais un peu d'explication serait aussi le bienvenu. Je préfère prévenir pour ceux qui connaissent pas le sujet, voilà, c'est un petit peu parfois dur à regarder. De quoi s'agit-il? Alors, on parle de parents japonais qui kidnappent leurs propres enfants au détriment de l'autre parent pour qu'il ne puisse plus revoir son enfant. Le plus souvent, c'est la mère japonaise qui s'enfuit avec l'enfant au Japon et le père français qui se retrouve sans recours. Ça peut être fait progressivement, comme ça peut se faire en une journée. Le matin, le mari part au travail et en revenant le soir, sa famille s'est volatilisée. Déjà, on est tous d'accord pour dire que c'est absolument affreux de se faire voler son enfant littéralement. Je ne peux pas savoir la sensation que ça produit, mais j'imagine bien que c'est horrible. Et je pense que les images qui ont été prises dans ce documentaire d'Envoyé Spécial vont bien vous retransmettre ces émotions. En 2015, sa femme quitte la maison après une dispute. Nathan avait 2 ans. Je rentre du travail vers 5 h le soir. La maison était vide. J'ai appelé ses parents. Évidemment, ils ne savaient pas où elle était, ou peut-être qu'ils le savaient, mais ils ne m'ont rien dit. Et le lendemain, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir la police. Ils ne veulent pas entendre parler. Ils prennent le nom par politesse, mais ce n'est pas de leur ressort. Et depuis ce jour-là, je ne sais plus où et comment est mon enfant. Il y a aussi des moments beaucoup plus déchirants avec ce père qui vraiment remue ciel et terre pour faire en sorte que son enfant reçoive son cadeau d'anniversaire, mais tout ce qu'il obtient en retour, c'est... Voici la photo que la famille envoie. L'enfant de dos, comme obligé de porter le paquet. Stéphane espérait voir Nathan jouer avec son cadeau. Il n'aura pas eu le droit de voir le visage de son fils. Vraiment, je vous invite fortement à aller regarder ce documentaire après cette vidéo parce que c'est très intéressant. De ce que j'ai compris, le plus gros souci, c'est que pour ces couples divorcés, la France oblige la garde alternée, donc imaginons un père français avec son enfant, ce dernier devant la loi française est obligé de rendre son enfant à la mère, pour une durée déterminée bien sûr, et après c'est à la mère de renvoyer l'enfant vers le papa. Sauf que concrètement, eh bien le Japon ne le fait pas, enfin en tout cas la mère ne le fait pas.
Elle de son côté, elle peut garder l'enfant et ne pas le rendre auprès du père. C'est injuste, oui, totalement. Surtout que juridiquement, le Japon doit intervenir parce qu'il a signé en 1944 la Convention internationale sur les droits de l'enfant, et en plus en 2014, ils ont signé la Convention de la Haye contre l'enlèvement d'enfants. C'est vraiment un foutage de gueule, enfin je veux dire, y a pas d'autre mot. Mais ça peut encore aller plus loin que ça. Des avocats japonais font en France des séminaires pour expliquer à des mamans japonaises qui résident en France qu'elles peuvent kidnapper leur enfant et qu'elles n'auront aucune obligation de le rendre au papa. En gros, cet avocat leur donne des conseils pour contourner la convention de la Haye et de garder leur enfant indéfiniment. Les autorités japonaises se cachent derrière le fait que la police japonaise n'a pas les moyens de retirer un enfant à sa maman. Des policiers se rendent à la maison d'une mère. Elle est là, avec son enfant. Si elle refuse ou résiste, si par exemple elle retient l'enfant dans ses bras, les policiers n'ont pas le droit de toucher l'enfant. Attendez, je crois que ça me rappelle un autre extrait. Monsieur, de certaines procédures, de ne pas accepter de discuter quand elle veut divorcer. Ce que vous voyez, c'est un enfant Hafu se faire retirer des bras de sa mère par les autorités pour partir au Japon. C'était par les autorités françaises bien sûr, et en fait l'enfant c'est un Hafu qui a 4 ans, et en plus qui s'appelle Louis. Donc en gros, pour la faire courte, en France on fait respecter les décisions de justice, et au Japon, on s'en fout. Ah, je vous jure que c'est très dur de pas avoir la haine contre le Japon quand t'apprends tout ça. Je suis désolé, hein, mais je pense que ça se sent aussi un petit peu quand je fais la vidéo. J'ai un script et tout qui est bien déterminé, mais enfin, c'est chiant. Et donc quand la justice ne fait rien pour appliquer ce qu'elle a dit et ce qu'elle a décrété, eh bien il ne reste plus qu'à forcer le pas, quitte à finir en prison. Il y a une fois, j'étais à genoux devant, là, j'ai hurlé pendant 2-3 minutes en japonais, où est mon enfant? Natan-kun wa doko desu ka? Watashi no kodomo wa doko desu ka? En japonais, pour que j'avais une révolte et j'avais envie que tout le monde le sache, pour les faire réagir. Et pour les embarrasser, parce qu'au Japon, on ne fait pas perdre la face, là, elles perdent la face, là. Vous vous rendez compte, les caméras qui viennent, oh, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça? En revanche, un point important que je veux vraiment que vous notiez, c'est que ce problème d'enlèvement, eh bien, il n'est pas réservé exclusivement à des couples mixtes étrangers-japonais. Il s'applique aussi aux couples japonais. Selon les chiffres de l'association Sauvons nos enfants, il y a au Japon plus de 200 000 enlèvements parentaux par an, dont 1000 avec un parent étranger. Ce chiffre de 200 000 c'est tout simplement énorme, et si on le met en relation avec le nombre de naissances par an au Japon, on obtient un pourcentage mais ahurissant. 20,4% des enfants sont enlevés au Japon. Littéralement c'est un enfant sur 5. À titre personnel, quand j'ai regardé le documentaire, j'avais vraiment compris que c'était un phénomène qui touchait les parents étrangers et japonais, mais j'avais pas compris que c'était autant le cas au fait au Japon, au sein du Japon. Et finalement, quand on voit les images des réunions d'associations au Japon, ils ne sont pas si nombreux, donc beaucoup de parents, sachant qu'ils n'ont aucun recours possible, abandonnent tout simplement le combat. Cet abandon un petit peu facile et cette volonté de ne pas se battre, ça vient aussi du système juridique japonais, encore une fois, et plus précisément du système de divorce au Japon, parce qu'en fait, la garde alternée, ça n'existe pas au Japon. Non mais vraiment, ça existe pas. Le plus souvent, après le divorce, eh bien l'enfant choisit de lui-même chez qui il va vivre en fait, et c'est genre définitif. Et s'il n'est pas en âge de choisir, eh bien il y a un des deux parents qui va choisir pour lui. Alors bien sûr, il va pouvoir peut-être revoir de temps en temps son père ou sa mère, mais dans les faits, c'est une véritable rupture de lien. Et de ce côté-là, en France, y a rien à dire, on gère. Je veux dire, le système de garde alternée, en France, c'est nickel. Enfin, je veux dire, ça marche plutôt bien. Maintenant, ce qui a changé depuis ce reportage, c'est que quelques cas de récupération d'enfants sont apparus. Un papa, Benjamin, a réussi à récupérer son enfant Roy. C'est dans des conditions très compliquées où la maman a Alzheimer et les beaux-parents en fait sont manipulateurs clairement, mais c'est une micro-avancée. Le 5 février, le sénateur Richard Young a lancé l'alerte une énième fois au Sénat français concernant l'enlèvement d'enfants. Personnellement, j'ai aussi entendu des cas où certains parents avaient réussi à récupérer leurs enfants en prouvant que l'autre parent était indigne ou alors qui était pas en situation d'élever un enfant. Ce que je note quand même, malgré toutes ces avancées, c'est que finalement, on se retrouve à changer d'enlèvement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de garde alternée encore. C'est vraiment, bon, cette fois-ci, t'étais chez maman, maintenant t'es que chez papa. Enfin, c'est un peu ça. Donc c'est un petit peu malheureux qu'il n'y ait pas ce système de garde alternée qui fonctionne vraiment. Après, clairement, cette garde alternée ne pourra pas être appliquée tant qu'il y aura un risque que l'enfant soit gardé chez un des parents pour toujours. Et du coup, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, faut faire du bruit. C'est le sénateur qui le disait, faut juste faire du bruit, faut emmerder le gouvernement japonais avec ça. Il y a quelques pays, dont l'Italie et l'Espagne, qui ont commencé à faire des micro-mesures par rapport à ça. Les États-Unis par exemple qui ont mis le Japon dans la liste des pays qui ne respectent pas la convention de la Haye. Enfin voilà, il y a des trucs qui avancent mais c'est tellement lent. Il est fort probable malheureusement que les parents abandonnés aujourd'hui le restent, mais ceux d'aujourd'hui font tout pour que ceux de demain n'existent jamais.
Bon, c'était pas très joyeux aujourd'hui, hein, voilà. Parfois je fais des vlogs où tout se passe bien, parfois c'est la tristesse. Je pense notamment aux enfants kidnappés où ça fait un moment en fait que je voulais faire une vidéo dessus et j'hésitais à faire une vidéo entière, mais en fait j'avais pas assez de matière nouvelle par rapport au reportage pour créer une nouvelle vidéo. Je compte quand même sur vous pour ne pas mettre tout un pays ou tout un peuple, voilà, dans le même sac. Vous avez quand même bien vu qu'au nombre de victimes, eh bien c'est quand même les Japonais qui souffrent le plus de ces enlèvements. Et bien sûr, ça évolue comme toujours, mais lentement. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, tchuss.